Bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce vendredi 26 avril. Un mois après le cyclone Idai, le Mozambique frappé par la plus forte tempête de son histoire. Kenneth a fait au moins un mort et de nombreux dégâts. Un véritable cauchemar pour les migrants en Libye. Des centaines d'entre eux se retrouvent piégés dans les combats pour le contrôle de la capitale Tripoli. Et gros plan sur Sami, une Nigériane âgée de 9 ans, mais avec ses pancakes, elle rêve d'intégrer la cour des grands cordons bleus internationaux. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines, le Mozambique a été frappé par un cyclone meurtrier. Kenneth a fait au moins un mort et provoqué d'importants dégâts selon un tout premier bilan, mais il s'est avéré moins violent qu'Idai, qui avait frappé le pays plus au sud en mars. Le récit de l'ami Noureddine Konkobo. C'est jeudi dans la soirée que le cyclone Kenneth a touché terre au Mozambique. Avec des vents de plus de 200 km/h, il s'agit du phénomène météo le plus intense jamais enregistré dans l'extrême nord du pays. Les vents se sont maintenant atténués, mais les prévisions météo annoncent le pire. Au cours de la semaine à venir, Kenneth devrait entraîner la chute de plus des 2/3 des précipitations annuelles enregistrées dans la région. Et cela, combiné aux facteurs tempête, pourrait entraîner des inondations catastrophiques. L'ONU, en tout cas, redoute une crise humanitaire de la même ampleur que celle provoquée par Idai. Le cyclone Kenneth nécessitera peut-être une nouvelle opération humanitaire majeure, au moment même où la réponse du cyclone Idai, qui a touché 3 millions de personnes dans 3 pays, reste gravement sous-financée. Avant le Mozambique, Kenneth avait d'abord frappé les îles Comores. Là-bas, il s'est avéré destructeur et meurtrier. Les autorités, en effet, indiquent qu'au moins 3 personnes ont été tuées par le cyclone et beaucoup de Comoriens, abandonnés sans toit, se sont réfugiés dans des abris. Nous étions debout jusqu'à 11 heures lorsque la situation est devenue incontrôlable. Ce sont les voisins qui sont venus nous évacuer. Nous avons passé la nuit avec la peur au ventre. Nous ne pouvions pas dormir, nous ne savions pas où aller dans le noir. Aux Comores, l'ampleur des dégâts est maintenant connue. Mais il faudrait au moins une journée pour avoir une vue d'ensemble de la destruction au Mozambique. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit de plus en plus préoccupée par la sécurité des migrants et des réfugiés en Libye, et ceci après des coups de feu dans un centre de détention situé à la périphérie de Tripoli. Plus de 270 personnes ont été tuées dans les combats au cours des 3 dernières semaines. Le gouvernement d'union nationale libyen a demandé à l'ONU d'enquêter sur les attaques. Myriam Lawari. Une pluie de balles et un épouvantable calvaire. Ces images, encore non vérifiées de téléphones portables obtenus par la BBC, semblent montrer des migrants et des réfugiés attaqués dans un centre de détention situé dans la banlieue de Tripoli. Le gouvernement accuse les milices loyales au général Khalifa Haftar, un commandant de l'Est qui tente de prendre la capitale. Ces détenus ont maintenant été transférés dans un lieu plus sûr, mais d'autres ne l'ont pas fait. Nous avons trouvé des centaines de civils sans défense dans un centre de détention dans la banlieue de Tadjoura. L'Europe n'en veut pas et la Libye ne peut pas les protéger. Michael est un ancien étudiant en médecine du Soudan du Sud. Comme beaucoup ici, il dit craindre pour sa vie. Personne ne veut vivre ici, on n'arrête pas d'entendre des bombes, on entend des coups de feu chaque jour, même la nuit. Nous ne pouvons pas dormir du tout. Les Nations Unies affirment que plus de 3000 migrants et réfugiés se trouvent dans des centres de détention près des lignes de front et devraient donc être placés en lieu sûr. Au lieu de cela, dit Ahmed, la communauté internationale a abandonné des gens comme lui. Tu ne peux rien faire, t'attends juste que les bombes passent. Après, si je me retrouve en vie, c'est bien. Ça ne nous touche pas cette fois. Depuis 3 semaines, les combats font rage à proximité, touchant psychologiquement les plus vulnérables.
Quand il y a des coups de feu, cette femme dit, nous l'entendons dans nos cœurs. Les enfants pleurent, de peur que les balles ne les tuent. Beaucoup d'entre eux rêvaient de trouver un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. Au lieu de cela, ils sont maintenant piégés dans la guerre de quelqu'un d'autre. Dans l'actu internationale, le président chinois Xi Jinping défend son projet des nouvelles routes de la soie. À l'ouverture d'un sommet à Pékin, en présence de nombreux chefs d'État, il a plaidé en faveur de projets viables budgétairement pour les pays participants. La Chine est accusée par certains de créer un piège de la dette pour les pays en développement. Olivier Weber. Côte à côte, avec une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, le président chinois a fait son entrée. Objectif du sommet, promouvoir le projet phare de Xi Jinping, celui des nouvelles routes de la soie, des investissements massifs pour connecter la Chine à l'Asie, l'Europe et l'Afrique via la construction de ports, de routes, de voies ferrées et de parcs industriels. Les critiques reprochent à Pékin de vouloir étendre son influence en créant un piège de la dette pour les pays qui acceptent les prêts chinois sans être capables de les rembourser. Cas d'école, le Sri Lanka, qui a déjà dû céder à Pékin le contrôle d'un port en eau profonde. En réponse, Xi Jinping a plaidé en faveur de projets viables budgétairement. Nous croyons fermement qu'avec une Chine plus ouverte, une relation plus apaisée avec le monde prendra forme et que cela mènera à une Chine et à un monde plus prospère. Parmi les invités présents, le président russe Vladimir Poutine et de nombreux chefs d'État africains. En revanche, les États-Unis n'ont envoyé personne. Les Européens sont représentés par des ministres, à l'exception du chef du gouvernement italien. Le Royaume-Uni, en quête de soutien économique dans la perspective du Brexit, a envoyé à Pékin son ministre des Finances. Philippe Hammond a décrit Londres comme un partenaire naturel des routes de la soie. La Chine a déjà investi 80 milliards d'euros dans divers projets liés à l'initiative. Les banques chinoises ont quant à elles prêté plus de 200 milliards. Reste à savoir si cet argent sera un jour remboursé. Le reste de l'actualité en bref et en images. L'Algérie mobilisée pour un 10e vendredi de manifestation anti-gouvernementale. Des milliers de manifestants ont afflué aujourd'hui dans le centre de la capitale Alger. Une journée ayant valeur de test de la capacité des manifestants à rester mobilisés sur fond d'incarcération et de mise à l'écart de symboles du régime Bouteflika. Le président français a détaillé un ensemble de mesures pour relever le pouvoir d'achat des plus pauvres et des classes moyennes. Emmanuel Macron espère ainsi calmer la colère des gilets jaunes. A-t-il convaincu? La réponse viendra de la rue demain. Ce samedi marquera la 24e journée de mobilisation du mouvement. Et puis, une embellie de l'économie américaine. Elle a enregistré au premier trimestre une croissance de 3%. C'est nettement plus que prévu. Beaucoup d'investisseurs craignaient un ralentissement. Le président Donald Trump salue, je cite, un chiffre incroyable. Climat politique délétère au Bénin. Ce week-end, l'opposition ne participera pas aux élections législatives. Pour la première fois en 3 décennies, les électeurs devront faire leur choix entre partis de la mouvance présidentielle, puisque la commission électorale a disqualifié toutes les autres formations politiques. Autrefois considéré comme un modèle de démocratie en Afrique, le Bénin est donc confronté à une crise politique sans précédent. La situation est préoccupante pour de nombreux Béninois. Parmi ces derniers, la chanteuse Angélique Kidjo, ambassadrice internationale de l'UNICEF. Elle était de passage dans nos studios pour répondre aux questions de Kéla René Mendy. Moi, ça m'inspire un peu de tristesse parce que mon pays est l'un des rares pays en Afrique à être passé de la démocratie, de la dictature à la démocratie sans bain de sang, comme c'était passé dans beaucoup de pays. Et ce pays-là a souffert pendant des années sous la dictature communiste. Et je pense qu'il serait plus juste et de garder cette indépendance que nous avons eue et cette démocratie que nous avons. Et que faire autrement, c'est faire mentir le peuple béninois qui voulait cette liberté, cette démocratie depuis longtemps. Quand on est un dirigeant d'un pays, on travaille avec le peuple et on fait de tout. On fait son possible pour que ce peuple demeure libre et que les institutions soient respectées. Donc moi, j'ai toujours confiance que mon pays demeurera un pays démocratique, c'est tout. Si, comme moi, vous aimez les pancakes et les beignets, eh bien, ce qui suit va vous intéresser. Et c'est à propos d'une jeune Nigériane qui
qui n'a que 9 ans. Elle s'appelle Samy. Non seulement Samy est une cuisinière très douée, mais elle utilise aussi ses talents pour une bonne cause. Un sujet réalisé par les équipes de BBC Actu Jeunes. Je m'appelle Samy et j'ai 9 ans. J'ai commencé à cuisiner à l'âge de 7 ans. Je suis chef cuisinier et j'aime préparer des pancakes et des beignets. J'adore mélanger les ingrédients ensemble, remuer et voir le résultat final. Je vais souvent à l'orphelinat pour donner des pancakes, des beignets et des gaufres. Je fais ça parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont faim et je veux qu'ils puissent manger. Je veux faire plus. Je pense aller à l'orphelinat 1 ou 2 fois par an pour apprendre aux enfants à préparer des pancakes et des beignets. Si je pouvais surprendre quelqu'un, je préparerais des pancakes et ça serait pour Tiwa Savage. J'aimerais avoir un restaurant où les gens achètent des beignets, des pancakes, des tartes et plein d'autres choses. Bonsoir Emmanuel Coste, avec qui nous allons parler sport. Un super week-end sportif s'annonce en Afrique avec 3 matchs très importants et l'un d'entre eux se joue ce soir. Oui, tout à fait. En demi-finale allée de la Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca accueille le club sud-africain des Mamelodi Sundowns. Et demain après-midi, l'Espérance de Tunis recevra le TP Mazembe de Lubumbashi. Et Nicolas, on peut vraiment parler de carré magique à propos de cette demi-finale de la C1 en Afrique. Pourquoi ? Eh bien parce que le Wydad avait gagné le titre en 2017, les Sundowns en 2016, l'Espérance étonnante du trophée donc avait gagné l'an passé. Et le TP Mazembe avait remporté son dernier de ses 5 sacres en 2015. Donc 2015, 16, 17 et 18, tout est couvert, vous l'aurez compris. C'est du très lourd en Ligue africaine des champions. Un autre match, et vous l'avez mentionné aussi, ce 3e match, eh bien, c'est la finale de la CAN des moins de 17 ans en Tanzanie qui mettra aux prises le Cameroun et la Guinée. Ce sera dimanche. Dans le match de classement, l'Angola sera opposé au Nigeria. Notez que ces 4 équipes sont qualifiées d'ores et déjà pour le mondial des moins de 17 ans. La Première Ligue, là aussi il y a un match au choc, je vais y revenir. Laissez-moi vous parler quand même brièvement du match avancé de la 36e journée ce soir. Liverpool, le second, accueille Huddersfield, le 20e, est déjà relégué. Liverpool qui doit gagner tous ses matchs en espérant que Man City fera un faux pas. Et dimanche, match au choc, je l'ai dit, Man United-Chelsea, le 6e face au 4e. Là encore, ces deux équipes n'arrivent pas à accrocher cette 3e ou 4e place et devront gagner. Enfin, la NBA, et on peut dire que les Spurs de San Antonio manient le suspense. La nuit dernière, à Denver, dans leur salle, ils sont revenus à 3 partout dans cette série prévue au meilleur des 7 matchs. La 7e et dernière partie, tout se jouera dans la salle de Denver demain soir pour une qualification pour les demi-finales de la conférence Ouest. Ce soir, c'est Golden State, le double tenant du trophée, qui tentera de se qualifier pour les demi-finales. Nicolas. Merci Emmanuel. On se quitte en musique avec des images du Festival africain des percussions. Il s'est ouvert aujourd'hui au Nigeria dans l'état de Ghana. Plus de 70 groupes venus de 23 pays du continent y prennent part. 2 jours de festivités pour valoriser la culture africaine et également pour permettre de renforcer l'unité nationale entre les Nigérians, avec en toile de fond l'ambition de redonner un second souffle au tourisme dans le sud-ouest du pays. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Raga TV. Demain, vous retrouverez Claire Onemendi pour BBC Echo et dimanche, rendez-vous avec Pierre-Antoine Denis pour BBC Hebdo. Bonne soirée à tous et excellent week-end.